Bonjour, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 invités, 2 sujets. Les invités, c'est Tariq Dali, le secrétaire général adjoint du CNI, la plus vieille formation politique de la droite française, monsieur. Bonjour, très Bonjour. juste. Ça, c'est parfaitement juste. Hein, n'est-ce pas? Il faut que je vous raconte une anecdote, alors, si vous voulez, sur le CNI. Vas-y. Par les temps qui courent, c'est intéressant. Lorsqu'Antoine Pinet prend le ministère des Finances... Antoine Pinet, il y en a encore qui s'en souviennent. Lorsqu'Antoine Pinet devient ministre des Finances de Gaulle, Oui. il convoque tous les directeurs d'administration centrale. D'accord. Et évidemment, chacun lui explique que ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. Bien sûr. Et Pinet leur dit, mais messieurs, très bien, c'est la politique du gouvernement. J'attends votre démission demain matin sur mon bureau. Personne n'a démissionné, mais on a mis en place le plan Pinet-Rueff. Formidable, voilà. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Merci pour cette anecdote. Antoine Guénaud, vous êtes auteur et essayiste. Bonjour, merci de l'invitation. Mais pardon, pas de problème, avec plaisir. Didier Maisto, vous êtes nouveau et vous êtes journaliste indépendant. Jeune journaliste. Jeune journaliste, exactement. Je viens de démarrer dans le métier. Voilà. Et Philippe Pasco, éveilleur de conscience, mais surtout auteur de best-seller. Son dernier livre, Pilleurs d'État, encore et encore, dépasse les 30 000 exemplaires et ils se vendent même en anglais. Oui, tout à fait. Hein, on est à plus de 1000 exemplaires. 1000 exemplaires en anglais déjà. Très bien. Alors, les sujets, c'est l'affaire Epstein. Cette affaire Epstein, c'est quand même un gros scandale mondial. On pensait que c'était limité aux États-Unis. Pas du tout, ça contamine l'Europe. C'est surtout une affaire de compromat, c'est-à-dire de chantage. On va revenir dessus. Le deuxième sujet, c'est les élections municipales. On est à 1 mois du premier tour. Et j'ai été frappé par un truc local chez moi, c'est la multiplication des listes. Et je voulais qu'on parle de ça. Allez, rendez-vous dans quelques secondes pour le début de l'émission. À tout de suite. L'affaire Epstein, c'est 3 millions de documents déclassifiés. Il en reste 3 millions, hein, donc cette affaire n'est pas terminée. C'est surtout pour moi l'ombre persistante du compromat, c'est-à-dire du chantage sur les gens et particulièrement sur les élites. Alors on voit que ce milliardaire, alors il n'est pas milliardaire en réalité, mais enfin bon, il a quelques centaines de millions de dollars, ou il avait plutôt quelques centaines de millions de dollars sur son compte en banque. C'est un réseau mondial de chantage entre politiques, milliardaires et services secrets. Et les services secrets sont vraiment pas loin. Même en France, Jack Lang a été obligé de démissionner. Et on sent que ça peut... Oui, il était On peut temps. dire ça comme ça. Mais c'est vrai, ça fait longtemps que ça traîne, ces histoires autour de Jack Lang. La question, c'est est-ce que maintenant, quelqu'un est à l'abri? Et ma question aussi, c'est est-ce que Epstein n'est que le petit bout de l'iceberg d'une élite totalement corrompue? Allez, celui qui commence, c'est Philippe. Philippe. Alors, je voudrais juste revenir sur un point que tu as dit, c'est que moi, j'appelle pas ça du chantage. Au niveau mondial, j'appelle ça des gens de certains milieux qui se rendent des services les uns les autres, qui se téléphonent, qui déjeunent ensemble et qui s'échangent des informations. Ça, c'est le réseautage. Mais quand tu as des centaines de caméras dans toutes tes résidences, oui, mais c'est que normal. tu enregistres, que normal. tu photographies... Chez ces gens-là, c'est normal. Oui, mais comme il y a environ 1000 jeunes filles mineures avec lesquelles certains couchent et que tu fais des photos, moi, je pense que c'est un petit peu plus que du réseautage, non, c'est simplement de l'intelligence de ces gens-là. Je veux dire, Bongo faisait pareil quand il recevait des ministres pour leur donner des valises. Il les a toujours, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est encore toujours au pouvoir avec sa famille. Depardieu enregistrait tout ce qui se passe dans sa maison. Ces gens-là ont tellement peur, entre guillemets, ils sont tellement paranoïaques, de toute manière, ils enregistrent tout, puis c'est aussi des assurances sur l'avenir. Mais on ne peut pas appeler ça du chantage, puisque tout le monde le fait dans ces milieux-là. Maintenant, l'affaire Epstein, pour recentrer, 3 millions de documents qui sont sortis, il y en a encore 3 millions dehors. J'aimerais comprendre pourquoi on ne nous montre pas les 3 millions. Trump, qui, à mon avis, si on connaît son passé, si on connaît sa mentalité, si on connaît la façon dont il parlait les femmes, dont il respectait les femmes, n'a pas mis les doigts dans la confiture dans cette affaire-là, je veux bien qu'on me pende. Pourquoi les documents, les photos sur Trump ne sortent pas? Ça veut bien dire quelque part qu'il y a aussi une magouille au niveau d'État pour diluer l'affaire, entre guillemets, pour faire ce que disait Pasqua. Si tu veux créer une affaire dans l'affaire. Créer une affaire dans l'affaire. J'y ai pensé immédiatement. Qui exactement permet d'évacuer le problème sur le monde entier. Donc quand tu t'occupes de petites affaires en France, tu t'occupes plus des saloperies qu'a fait Trump avec les femmes. Ok. Vous êtes sur cette ligne-là parce que moi je la trouve... J'entends pour Trump, mais ça n'exonère rien de Trump que d'impliquer le prince de Grande-Bretagne, Bill Gates et tout ça, ou Jack Lang. Mais ce type-là ne pense qu'à lui, ne pense qu'à ses affaires. Donc s'il peut impliquer des gens pour lui ne pas tomber dans la confiture, il le fait. Ces gens-là n'ont aucun scrupule. Didier Maisto.
La question, c'est de savoir où ça commence et où ça finit. Ouais. Est-ce que c'est une conséquence ou une cause? Uh-huh. Ça, c'est à mon avis le nœud du problème. Conséquence de quoi? Cause de quoi? Est-ce que c'est du compromat, Oui. c'est-à-dire une exploitation de choses inavouables et inavouées, ou finalement, est-ce que ça, c'est par opportunisme, par opportunité, des gens qui exploitent, ma foi, quand on est Poutine, et à mon avis, il a tout intérêt à ce que ça se sache, et que pour montrer aussi l'importance des réseaux russes, de l'espionnage ou du contre-espionnage russe. Je ne comprends pas le lien entre l'affaire Epstein et les services secrets russes. Non, parce que dans votre lancement, vous disiez c'est essentiellement du compromat. C'est ce que je crois, oui. Mais moi, je pense que c'est plus une conséquence, en fait. Hein. D'accord. Et c'est une conséquence d'opportunité pour tous les services secrets de la planète. En réalité, je parlais de la Russie, mais je peux parler aussi des États-Unis, la France. La France est mêlée d'une manière... Ça vous fait sourire, hein? Oui, ça me fait sourire parce que c'est un peu... Quoi, parce qu'on est trop petit ou parce qu'on est trop gentil Ouais, c'est toujours un peu des histoires de corne-cul, de deuxième couteau, on exagère notre importance, etc. Le problème, c'est que là, vous avez des premières divisions et puis des secondes et des troisièmes divisions, hein, et des divisions de districts. Donc je ne suis pas sûr, moi, que ce soit l'élément déclencheur, le compromat. Je pense que c'est une conséquence. Et c'est un mélange de, comme dit Philippe, de gens très riches, de toute puissance, de caractère désinhibé, décomplexé. Ben, si vous voulez, une époque. Oui, et puis quand vous avez tout, vous avez une maison, 2 maisons, 10 maisons, un yacht, 2 yachts, il fait 100 mètres, puis il fait 110 mètres. Qu'est-ce qui vous reste après? L'éternité, c'est-à-dire la soif de pouvoir absolu, les vaccins, c'est-à-dire l'immortalité, hein. Oui. C'est pour ça qu'ils font beaucoup. Pardon, mais on parle pas de ça du tout, Didier. Ah ben si. On parle de viol, sans doute de meurtre, parce qu'il y a des images que le ministre de la Justice a dit, je ne peux pas les révéler, tellement elles sont choquantes. Ça, c'est le cœur de l'affaire. Ça ne veut pas dire que c'est des meurtres. Non, mais ça, c'est le cœur de l'affaire. On va bien sûr y venir. C'est le plus important, hein, évidemment. Je ne vais pas passer ça sous silence. Mais c'est par rapport au lancement et par rapport à ce qu'a dit Philippe. Oui. Est-ce que c'est une cause ou une conséquence? À mon avis, c'est une conséquence. C'est ça. D'accord. Et pourquoi? Évidemment, il y a du compromat, mais évidemment, quand vous êtes dans la toute-puissance, que vous avez des penchants pédocriminels, que vous impliquez Pierre, Jacques, Alfred dans... vous avez des rabatteurs dans le monde entier. Vous avez des rabatteurs. Il y a une expérience très intéressante dans les dossiers Epstein. Il y a une Brésilienne qui a témoigné, qui a montré ses seins, sa culotte, etc. Elle avait 14 ans. Oui. Elle prenait $1000 chaque fois à Epstein. Bon. Puis elle a grandi, elle a eu 18 ans. Epstein lui a dit tu sais, ça m'intéresse un peu moins, tu commences à être un peu vieille. Comme Claude François, il les aimait vertes. Ouais, hein. C'est ça. Et donc, elle a dit moi, ça m'embête un peu parce que, quand même, $1000 la séance. Qu'est-ce qu'elle a fait? Par opportunité, elle est devenue rabatteuse. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu des cercles concentriques. Au début, on va prendre des gens un peu paumés. C'est un peu le principe des sectes. Hein. Des gens fragiles, des gens paumés, ou des gens qui ont des déviances, etc. On les implique dans un système plus vaste. Ils deviennent partie prenante du système. Et ils sont tellement corrompus et partie prenante du système qu'après, il est difficile. Quand vous êtes filmé, quand vous avez participé à des trucs pas trop avouables, qu'est-ce que vous voulez dire? Le système des agences de mannequins. Mais c'est bien pour ça que je parle de compromat, parce que d'une certaine manière, s'il y a des services secrets, ils sont au service de grandes puissances. Les grandes puissances, elles ont tout à fait intérêt à avoir des leviers sur les gens. Et quand on a des photos de Donald Trump, mais aussi de Bill Gates, ou du prince Edward, ou de tel homme politique... Je pense, Franck, que tu connais pas bien les services secrets. Je dois reconnaître que c'est pas ma spécialité. Si vraiment les services secrets étaient partie prenante là-dedans, je peux t'assurer qu'il y a des dossiers qui seraient déjà sortis. Au contraire, ils ont intérêt à les avoir. Il n'y a aucun intérêt à ce que ça sorte de façon mondiale. Il n'y a aucun intérêt que ça sorte de façon mondiale. Il y aurait eu des dossiers ciblés, des personnages ciblés, des officiers traitants qui se seraient occupés des affaires. Il y a des dossiers qui seraient sortis et des gens qu'on aurait fait chanter bien longtemps avant. J'entends. Messieurs. Moi, je voudrais répondre à Philippe tout à l'heure qui a mis en cause Donald Trump d'emblée. Oui, c'est grave. Moi, la seule chose que j'ai vue, c'est que cette histoire-là, ça fait des années qu'on essaie de la sortir, qu'on essaie de mouiller Donald Trump. Ça fait des années qu'elle est sortie. Ça fait des années qu'on dit Donald Trump ceci, Donald Trump cela, etc. etc. Sauf que jusqu'à maintenant, Donald Trump, je ne sais pas, il a été cité 600, 700 000 fois, j'en sais rien dedans.
mais qu'on n'a rien trouvé de répréhensible. Et puis en plus, il a à Mar-a-Lago, à côté. Alors, c'est pas tout à fait vrai. À côté de Mar-a-Lago, Eric, c'est pas vrai, il a une propriété. Oui. Jeffrey Epstein a une propriété à côté. Il n'y a jamais mis les pieds. En tout cas, on n'a jamais trouvé trace de. Eric, ils ont expurgé plein de choses avec. Ils ont expurgé. Je vais te citer un autre exemple, Jacques Lang. Jacques Lang, moi j'ai dénoncé depuis 10 ans. Jacques Lang, Preuve à l'appui. Dans on était sur Jacques Lang, c'est vraiment. Je n'ai jamais sorti. Tu veux parler de Jacques Lang? Si, il y a eu un bouquin qui est sorti. Oui, bah oui. Les aventures de Langue de Blois de Marie Delarue en 1995. Et moi, pardon, on reste sur Jacques Lang, c'est un tout J'en petit. parlerai. Ah non, j'en parlerai tout à l'heure parce que ok, je veux bien. Mais on était sur Trump. on Vous disiez en gros qu'il n'y avait pas grand-chose sur lui. J'en sais rien. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Ouais. On n'a rien trouvé. Et il y a 20 ans, apparemment, il aurait lui-même attiré l'attention sur Jeffrey Epstein en disant ce mec-là, méfiez-vous-en. Ouais. Il y a 20 ans, en 2006. Trump. Il y a des histoires sur Trump Donc voilà, c'est avec Ghislaine Maxwell et Ivanka, ou Ivana plutôt. Ivana, c'est la mère. Ghislaine Maxwell a même dit que j'attends la grâce de Trump pour aller témoigner. Alors voilà. Et ça te paraît pas bizarre, ça. Il y a le volet. Il y a le volet. Ça tient pas debout. Mais oui, Ghislaine Maxwell, d'une certaine manière, elle piège Trump en lui Piège demandant Trump et ça. Clinton. Voilà. Elle a dit qu'elle allait témoigner en faveur de Trump et de Clinton, mais à condition. Non, mais une nana qui est en prison, condamnée pour 20 ans, qui déclare si tu me fais la grâce, je déclarerai que tu n'as rien à voir dans cette affaire. Voilà. Ça sent pas suspect. C'est que. Mais est-ce qu'il y a surtout parce que pour l'instant, on n'a rien trouvé. Ghislaine Maxwell, elle était dans une prison de haute sécurité. Elle vient d'être transférée dans une prison où il y a moins de sécurité. Il se trouve que Jeffrey Epstein, avant qu'on le retrouve mort par pendaison dans sa prison, était dans un quartier très sécurisé et il s'est retrouvé dans un quartier moins sécurisé. Et ses gardiens se sont endormis et les caméras vidéo sont tombées en panne. Il était gênant. Voilà. Il était gênant. Moi, je serais Ghislaine Maxwell, en France, ça a été je fouetterais. Non Sauf que- Antoine Guénaud. Oui, on ferait attention, c'est sûr. On serait à sa place, on ferait très attention. On est Je pense d'accord. qu'elle fait très attention et je pense qu'elle va avoir Mais des... cette Je n'ai histoire, pas vous- très envie de la plaindre non plus. Non, moi je rejoins, effectivement, je pense Moi, que je c'est un trouve tout le compromat. monde très Non, mais gentil, en fait, dans moi, je trouve cette qu'il y a histoire. le compromat attend de voir. et de circonstances, je suis assez d'accord que c'est une conséquence. Moi, je vois deux affaires Epstein, finalement. Il y a l'affaire vraiment criminelle, pédocriminelle, Oui. qui, quelque part, me choque, mais ne m'étonne pas, puisque ça fait des années que Carl Zero, par exemple, en parle, ou d'autres gens. Alors, bien sûr que ça continue à me choquer, mais là, c'est une affaire, effectivement, de toute puissance. C'est des élites qui n'ont, alors, plus de transcendance, plus de morale, mais qui, en plus, n'ont aucun moyen d'être arrêtés, puisqu'ils sont au-dessus des États. Car Gilles de Rais pratiquait ça, il a été arrêté. Mais ça par la m'a fait justice, penser à ça par la justice exactement. ecclésiastique à l'époque, mais il a été arrêté. Aujourd'hui, ces gens qui sont au-dessus des États, ils sont tout puissants. Et j'en reviens du coup à la deuxième affaire, qui est l'affaire, alors qui n'est pas dans un volet pénal, mais qui est quand même très, très intéressant, sur le réseau mondialisé de ces élites qui sont complètement... Donc, on est dans une phase de supranationalité qui est, bon, ça fait très longtemps, mais là manifeste. Toutes les élites mondiales se parlent et on passe au-dessus complètement des États. On passe complètement... Vous avez raison, au-dessus ça des parle États. des élites nomades, parce Pour que moi, je crois c'est ça. que chaque mail de Jeffrey Epstein dit « Où te trouves-tu » Oui, tout à fait. Sous-entendu, tu habites peut-être Paris, New York ou Singapour, mais globalement, Et on il y a parle- peu de chances pour que Et tu t'y on parle trouves. de politique internationale, on parle de finances, on parle, etc., de toutes ces choses-là qui sont sous des États. Mais est-ce que c'est si choquant, finalement, Non, mais ça, ce qui est prodigieux, ces réseaux C'est pas étonnant, mais c'est Didier. choquant. Quand ça ne travaille que pour eux et non Oui, pour voilà, le ça ne bien-être travaille du pas peuple. pour le peuple. Et ces gens-là ne s'écrivent que pour augmenter leurs profits personnels. Et pour passer outre... non, mais- C'était l'obsession non, mais- d'Epstein, ça. Non mais voilà, mais Epstein, il n'était pas là pour travailler. C'était pas un élu du peuple, c'était pas un politique. Non, mais c'était un financier. Il n'était pas là pour travailler pour le bien du peuple. Il était là pour faire de C'est un l'argent. spécialiste Ouais. des Moi, je veux- placements et de la défiscalisation. Voilà, C'était un financier, donc il travaillait uniquement pour faire le maximum de profit pour lui et pour les autres. Ah, Oui, et exactement, mais ça, c'est pas choquant pour je vous. vois hein. pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Il était pas, parce qu'il y a des il choses était pas qui sont président quand même- des États-Unis. Il Non, était mais- pas voilà. Non, mais ce qui est prodigieux, c'est Didier Guénaud. l'importance du réseau d'Epstein dans le monde. Oui. Il est au-dessus des services secrets, au-dessus des milliardaires. Et c'est un milieu que je connais un peu, les milliardaires, pour plein de raisons professionnelles. Au-dessus de tous ces gens-là, au-dessus des services secrets, au-dessus des États, au-dessus des multinationales, au-dessus des banques d'affaires. Vous avez un type qui, par son côté malin, parce qu'il était brillant, non, il n'était pas brillant, c'était un escroc assez doué. Alors là, oui, il y avait de la compromission. Il a réussi quand même à impliquer tout le monde. Et moi, ce qui je trouve effarant dans ce dossier, c'est que ce soit un homme politique, comme M. Macron par exemple, qui demandait des conseils
pour être coaché, etc. Que ce soit un financier qui demandait des conseils de placement, Oui. un chef d'État. Ariane de Rothschild, par Ariane exemple, de, très Ariane de en Rothschild. lien avec... Alors, je vais expliquer Epstein. pourquoi après. Mais tous ces gens-là référaient à une espèce de parrain suprême pour avoir des conseils. Oui. Mais moi, c'est le truc... Comme des petits garçons ou des petites filles qui demanderaient à papa... Moi, c'est le truc le plus effarant. Alors, Il y a sur avec vous aussi, l'affaire là-dessus. Rothschild, en fait, quand on regarde bien le dossier, c'est la banque Rothschild qui avait des problèmes, qui était basée en Suisse, avec un certain nombre d'administrations, et notamment l'administration américaine, qui a Et aussi demandé... des problèmes avec une autre Absolument. filiale Rothschild anglaise. Et qui a demandé à Epstein d'intercéder en sa faveur avec des success fees au bout de 25 millions d'euros, excusez du peu, qu'il a touché d'ailleurs en 2 fois, parce que les amendes auraient été infiniment supérieures. Ce qui interroge, c'est de voir que des institutions aussi importantes dans le monde qui possèdent des banques d'affaires, et dont M. Macron est issu, par exemple, qui possèdent des médias. Et on comprend mieux quand on voit les papiers tout à fait dans la flagornerie et l'excuse, la fabrique d'excuses de par exemple, un certain nombre de titres de presse qui sont possédés par le fonds Rothschild. Bon, on se dit... Tous les milliardaires français et tous les milliardaires dans le monde détiennent des journaux. Voilà, mais tous ne sont pas pédocriminels. En France. Bon. Après, ce qu'il faut voir, c'est effectivement, il y a beaucoup de choses qui étaient sues depuis 2008. Depuis, c'est-à-dire les premières inculpations... Pour prostitution. On ne parlait pas encore de mineurs, mais déjà de prostitution. Et rapidement, on a parlé de mineurs impliqués. Qui auraient dû alerter tous ceux qui étaient en lien avec lui. Où Trump a été malin, c'est qu'il a rompu tout de suite après avoir connu ça. C'est un peu le 6e sens du politicien. Bien que des papiers... comme le Miami Tribune, etc., le mettent en cause, puisque depuis, on l'a eu dans les documents qui sont sortis, qui sont passés à travers les mailles du filet, on savait que depuis 2006, il était au courant. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est coupable, etc., mais il y a ça. Ce qui est fou, c'est de considérer que tout l'establishment financier, bancaire international, tous les hommes politiques, tous les patrons, ou la plupart des grandes entreprises financiarisées, mondialisées, étaient au courant et ont continué leur relation, l'espèce d'acmé étant la famille Lang. Alors on est dans le vaudeville. Oui, et en même temps, ça naît, vous avez raison, quand Epstein touche 25 millions de mise en relation avec un petit peu de succès et qu'il donne 5 millions d'euros à la fille Lang, on voit bien qu'il y a un tout petit poisson qui est un facilitateur, Lang, et quelqu'un qui a... Pour finir sur le sujet très rapidement, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que le Quai d'Orsay, d'une manière ou d'une autre, est partie prenante. Il y a Gérald Darrow qu'on voit un peu partout sur les télés. Alors, je ne dis pas qu'il est pédocriminel, loin s'en faut, hein, mais c'est lui qui a exfiltré, semble-t-il, Monsieur Edan, là. Voilà, quand il l'a su, et il n'y a pas eu de suite judiciaire, il n'y a pas eu de scandale, et Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre actuel des Affaires étrangères, ou ministre étrange des non-affaires, dit que, ah ben oui, peut-être, il n'exclut pas qu'il y ait d'autres personnes impliquées, sachant que Monsieur Macron avait dit il y a 2 jours que c'était c'est là-dessus que je voulais vous faire réagir, parce que Macron a dit, en gros, que toute cette boue mondiale ne concernait la France que marginalement. Je me demande s'il ne prend pas de gros risques, Emmanuel Macron. Déjà, Jeffrey Epstein était souvent en France. Hein. Il avait un appartement à Paris. Avenue Foch. 800 mètres carrés, excusez du peu. Il était plus souvent en France que dans d'autres pays d'Europe, déjà. Bon, alors, effectivement... C'est sans doute plus agréable d'être à Paris qu'ailleurs. Lorsqu'on voit les connexions de Lang... Alors, Lang, c'est quand même grandiose. Ça fait des années qu'on sait c'est un des types... Je ne sais pas pourquoi... Il est passé à travers les gouttes pour tout et pour rien. Oui. Et là, maintenant, il est même allé carrément jusqu'à enfoncer sa fille. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est horrible. C'est horrible. Il a dit que c'est elle qui a touché, c'est pas lui. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Enfin, donc ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, peut-être que la France n'est pas plus impliquée que d'autres, mais enfin, il y a quand même une vraie French connection dans cette... Je ne crois pas une seule seconde. Tu ne crois pas à quoi ? Que la France soit pas plus impliquée. C'est ce que je viens de dire. Voilà. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. Je veux dire que la France est largement impliquée. Au nom de quoi et pourquoi la France serait-elle blanche ? Aujourd'hui, on peut donner encore du crédit à la parole de M. Macron. Ah ben, on n'en donne aucun. Donc on
n'en donne aucun. Il peut déclarer n'importe quoi, oui, puis non, mais- personne non, n'y mais- croit. Il n'empêche que c'est le chef de l'État. Oui, Donc, alors quand par il contre, dit que la France là où serait- c'est grave, c'est quand serait protégée par une digue par imaginaire. contre, là où c'est grave, et c'est là où je dis qu'il y a encore un lézard qu'il faudra qu'on fouille un petit peu quand on est réellement indépendant. C'est Madame, je sais plus la patronne de la présidente du Conseil, de la présidente de l'Assemblée nationale qui a déclaré qu'il fallait pas. Yael Braun-Pivet. Qu'il fallait déclarer qu'il fallait pas faire de Fallait pas faire de commission, commission d'enquête. parce que la justice est en train de faire. Oui. Moi, j'ai du mal à comprendre cette attitude. Cela dit, D'autant plus- Madame Braun-Pivet, elle a déjà saboté une Oui, première commission mais ça d'enquête. prouve Elle tente encore- d'en saboter une actuelle, Ça et là, elle en prouve veut pas. encore, Donc, Eric, c'est- qu'il y a quand même un lézard sous le rocher. Bah, bien sûr. C'est simple, parce que Sauf qu'une commission quand- d'enquête. Une commission Là, d'enquête pour Benalla, il n'y a pas eu de problème, alors qu'il y avait la justice. Elle l'a sur le saboté, coup. c'est elle qui l'a Comment saboté. faire Mais faire pardon, la- une commission d'enquête, c'est pas à la main de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est les députés. Bien entendu. Donc il suffit que des députés se mobilisent, Oui, mais ça est-ce- devrait pouvoir se faire, non Est-ce que les députés, tous partis confondus Est-ce aujourd'hui, qu'ils auront ont le suffisamment de courage? C'est ça. Ouais. On l'a vu pour la Ils sont censure. pas hein. des plumes à- Des Charles à l'oncle, il n'y en a pas partout. Hein. Oui, Non, mais déjà, les députés et les, Et s'ils risquent de découvrir des copains entre eux, ils ont peut-être Oui, peur c'est aussi. ça aussi, voilà. les députés, Ils perdent des Ouais, Didier Guénaud. le Maïsto. Maïsto. Maïsto, pardon. On n'est pas encore Antoine mariés. Guénaud. On n'est pas encore mariés. Excusez-moi. Non, mais l'idée, en fait, les députés, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui des 9 ans de la Macronie, n'ont pas eu le courage de le destituer. C'est clair. Ils n'ont pas, comme le RN aussi, qui a voté pour la censure des réseaux sociaux, qui nous clair. explique aujourd'hui, j'ai entendu Bigot qui dit c'est un scandale. Ben oui, mais mon gars, t'as voté la loi. Hein. Ouais. Donc ça, alors je voudrais revenir quand même, ça c'est une question importante, il y a... Il nous reste peu de temps. hein. Alors, Maxwell, très Vous faites rapidement. La fermeture, Voilà, 22 avenue La fin. Foch, on a Oui. découvert des milliers de photos sur tous les murs, c'est ça. sur les 800 mètres carrés. Et il y a, j'en parlais ce matin avec Jacques Cardoz, qui est un vieil ami, et qui avait enquêté en 2019 avec un numéro spécial de complément d'enquête. Depuis qu'il a quitté France TV, Delphine Ernotte a déréférencé tous ses documentaires, toutes les émissions, il y en a une centaine, on ne peut plus les trouver Wow. sur le site. Ok. Mais ils avaient déjà alerté en 2019, et il y avait les fameux carnets, hein, j'en ai souvent parlé aussi, de Ghislaine Maxwell, où elle Fille d'un milliardaire mort dans des circonstances étranges. Robert Très Maxwell étrange. qui avait pillé les. Noyé à Il avait la pillé les retraite fonds. Il avait de pillé les Plain-Blanc. fonds de retraite pour financer. Exactement, il avait payé. Robert Et Maxwell. ce qui est vraiment important de garder à l'esprit, c'est qu'elle avait des carnets où elle notait tout, les logs, etc., c'est-à-dire les invités, les numéros de vol, etc., etc. Tout était consigné. Et ces carnets, que sont-ils devenus justement, c'est la question. On serait envolés. Ils sont, il y a un certain Ils sont nombre de peut-être à journalistes l'abri, qui histoire l'ont de. vu, ils ne sont pas publiés. D'accord. Parce que là, on a toutes les preuves. Hein. Ouais. Et ils sont où ces carnets? Moi, j'aimerais bien que là, ça serait la fin du mystère. Hein. Donc ouais. voilà, Les carnets disparaissent on les verra souvent. jamais. Hein. J'ai traité une affaire à Poigny, là, où il y avait un type qui emmenait des filles en France. Les carnets ont disparu aussi. Sauf qu'à l'heure du numérique, un carnet, ça se numérise en quelques heures, et ensuite tu en mets des exemplaires Ça dépend- absolument ça partout, dépend- ça dépend. dans des coffres forts Oui, mais s'il n'a numériques, pas été numérisé chez des entre-temps, copains. Ça dépend dans quelle main elle tombe. Ouais, ça dépend dans quelle main. Oui, il tombe. Voilà. Ok, messieurs, je pense qu'on reparlera de cette affaire Epstein parce Bah, que je pense qu'il y a d'autres choses qui vont sortir. Oui, bien Juste entendu. pour revenir sur les services secrets, s'il y a 3 millions de documents qui ne sont pas arrivés aujourd'hui, justement, Ouais. c'est peut-être que certains services secrets sont en train de s'occuper des personnes qui sont touchées dans les 3 millions de documents qu'on n'a pas vus. Allez, je dirais un dernier mot là-dessus. Non, c'est fini, Didier. tard. Je dirais un dernier mot là-dessus parce qu'il y a des. fini. Ah oui, c'est Didier comme ça, on a, Philippe. dépassé 3 minutes. Mais il y a un truc, c'est qu'il y a des pages qui sont caviardées. Oui. Il faut se méfier de l'IA parce que maintenant, vous savez qu'on réussit à reconstituer des papyrus brûlés depuis des milliers d'années. Donc, des petites lettres barrées avec un coup de feutre. Je pense qu'il y a de quoi faire pour l'IA. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet sur les municipales. On va revenir très franco-français. À tout de suite. Les municipales. Alors, ce sujet, il vient de chez moi. Il vient de mon village, ou 200 âmes, hein, où il y a 2 listes qui viennent de se mettre en place. Il se trouve que le village d'à côté, 200 âmes, ou 200 plutôt votants à côté, c'est à peu près la même chose. Or, c'est des querelles de clochers, sans enjeu idéologique, sans enjeu politique. Moi, ma question, ce micro-phénomène, localisé dans le nord de la France,
est-ce que ça pose pas la question de savoir à quoi servent ces élections ? Pourtant, c'est les élections les plus aimées des Français. Est-ce qu'il, comme il n'y a pas d'enjeu idéologique, est-ce qu'il doit y avoir des élections, en fait ? Quand il y a une seule liste, est-ce qu'il doit y avoir des élections ? Or, c'est le cas de 3/4 des villes en France. Hein. La plupart des villes, sauf les grandes villes, c'est une liste, c'est parfois 2. Voilà, c'est ça ma question, parce que est-ce que cette multiplicité de listes, elle parle d'une richesse démocratique ? Non. Non ? Ou elle parle d'une démocratie qui est à bout de souffle, où c'est celui qui lève le doigt et qui n'aime pas le maire et qui veut monter sa petite liste juste pour lui nuire. C'est ça qui m'a fait mettre ce sujet sur la table. Tariq, c'est vous qui commencez, parce que c'est sans doute vous qui avez le plus d'expérience locale. Et il y a plusieurs questions d'abord. Oui. Ce que vous dites. Bon, déjà, ça c'est sûr. Déjà, c'est très bien que dans une commune de 200 habitants, vous arrivez à avoir 2 listes. Ouais. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça, c'est vrai. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de mal à faire des listes dans les communes de cette taille. Et par-dessus le marché, on en a rajouté une couche, puisque jusqu'à présent, dans les petites communes, on panachait jusqu'à 1000 habitants. Autrefois, c'était 3500. Autrefois, c'était 9000. Enfin bref, on panache plus. Maintenant, on ne panache plus. Ça veut dire que vous êtes... Plus la parité, un homme, une femme. Plus la parité, vous êtes obligé de trouver. Donc, je peux vous dire que dans les zones rurales, on a du mal à fabriquer des listes entières. C'est tout à fait vrai. Donc, moi, je trouve déjà que c'est très bien qu'il y ait 2 listes dans votre petite commune. Ça, c'est une chose. Maintenant, effectivement, ce que vous dites dans les petites communes, ça peut être effectivement des querelles de clochers. C'est des gens qui, effectivement, j'aime pas un tel. Et il est possible aussi que le fait qu'on ne puisse pas panacher suscite ce genre de choses. C'est-à-dire que vous pouviez panacher, vous dites ce mec-là, j'en veux pas, je le vire. Vous pouviez le faire. On ne peut plus le faire. Maintenant, on est obligé de faire. J'ai jamais fait ça. On est obligé de voter. On pouvait barrer. Un nom. Oui, bien sûr. Vous l'avez fait, vous ? Non, parce que je n'ai pas voté dans une commune de moins de 1000, 3000, même 3500 habitants à l'époque. 3500. Avant, c'était 3500. Ça m'est jamais arrivé, mais j'aurais pu le faire. Ce qui fait qu'il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas de majorité. Voilà. Donc, il y avait un type qui vous revenait pas dans la tête, vous revenez pas. Oui. Vous pouviez vous présenter en candidat tout seul. Ouais. D'accord. Tout seul, vous pouviez être candidat. D'ailleurs, c'est arrivé dans le village où je n'ai pas voté, mais c'était celui de mes parents. Il y avait une dame qui a fait une liste contre le maire. Mm-hmm. Elle a été élue. Oui. Et le maire en a fait une adjointe. D'accord. Elle lui a pourri la vie pendant 6 ans, mais ça, c'est une autre affaire. Bien sûr. Mais voilà, si vous voulez... jamais faire ça. Donc ça... Oui, et en même temps, on dit, mes ennemis, je les tiens le plus près possible de moi. Hein, c'était la grande idée de Giscard. Oui. Il a gagné 51-49 et il a fait la politique des 49. Il a eu 100% des gens contre lui. Oui. Voilà, donc c'est ça. Donc si vous voulez, ça me gêne pas du tout. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et je vous dis, je pense que c'est un des effets de la nouvelle législation. Tu as oublié un truc, Eric. Maintenant, vous aviez posé une autre question. Je ne sais plus ce que vous avez dit. Est-ce que il y a un problème idéologique, etc. Est-ce qu'il faut des élections municipales ? Mais oui, d'une certaine manière, le problème, une liste, est-ce qu'il y a besoin de voter, quoi ? Il y a plusieurs choses. Oui, d'abord, il y a besoin de voter, effectivement. Ouais. Et puis, si vous dites qu'on supprime les élections, on les a déjà supprimées partout, puisque de toute façon, quoi que vous votiez, il faut que vous votiez pour le parti unique, le bloc central. Si c'est pas le bloc central qui gagne, on vire les autres. Donc, pardon, vous charriez largement. Non, je ne charrie pas. C'est exactement ce qui se passe depuis quand même un certain nombre d'années. Au municipal, c'est bien plus ouvert que ça. C'est ça. Justement, au municipal, c'est ce que je voulais dire, c'est que justement au municipal, ce sont les dernières élections où on peut peut-être s'exprimer, les élections de proximité, on peut s'exprimer sur les questions qui vous touchent. Même à Paris, si vous voulez, lorsque vous voyez que Sarah Knafo vous dit « je vais rouvrir la voie Pompidou », je dis « bravo, personne ne le propose ». Elle dit que le stationnement à ces prix-là, c'est hallucinant. C'est des trucs qui nous touchent directement. Mais est-ce que c'est pas typiquement, pardon pour Sarah Knafo, il y a peu de chances qu'elle soit élue, donc est-ce qu'elle ne peut pas être un peu en roue libre, puisque en gros, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Non, je peux vous dire que moi, je trouve que c'est de très bonnes idées. Mais est-ce que tu as remarqué que les gens qui ont le moins de chances d'être élus, les gens qui ont le moins de chances d'être élus, c'est ceux qui proposent le plus de trucs démagogiques. Je termine sur un dernier point. Qui ont le moins de chances d'être élus. Qui proposent le plus de trucs démagogiques. Il y a un petit problème. Il y a quand même un petit problème. Déjà, ça qui a été fait aussi par Hollande et Macron, c'est la recentralisation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites communes maintenant. Eh bien, on a un maire parce qu'il faut avoir un maire et que c'est la municipalité. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de maires maintenant qui s'en remettent à la communauté de communes. Mm-hmm. Et ça, on a fait quand même on a changé la carte, la politique locale, justement en recentralisant. On a fait semblant de décentraliser, mais là, avec les communautés de communes, ça veut dire que ce n'est plus les maires qui décident. Tariq, vous savez qu'il y a 35 000 communes en France. Oui, mais vous savez combien ça représente du pourcentage global de communes dans toute l'Europe ? C'est 95%. 50% des communes. C'est quasiment la moitié. En Suède,
On s'en fout. 170 communes. Oui, mais le problème, c'est pas celui-là. On s'en fout. Non, mais Ah non, pardon, mais c'est 35 000 conseils municipaux. ça n'a Et alors aucune- ça n'a 35 000 ça n'a secrétaires aucune- généraux. Et alors c'est faux. Secrétaire de mairie. Non, c'est faux. Les Et alors secrétaires de mairie se Oui. partagent sur 2-3 communes. Ça, je Oui. peux vous le confirmer. Et en plus, un conseiller municipal dans une ville de 100 habitants, ça coûte rien. Un maire dans Pas une... vrai, ça coûte quelques centaines d'euros. Un maire, ça coûte 800 euros, 900 euros par mois dans une ville petite commune, alors que dans une communauté de communes qui rassemble 10, 11 000 habitants sur une surface qui est 10 fois supérieure à celle de Paris, sur 1000 Qui est un km², trou financier. c'est un gouffre financier. Vous avez un directeur Oui, des parce qu'on a services, vous avez- remis cet Exactement. étage sans simplifier Et c'est autour. ça le vrai sujet. Non, mais en plus, je pense Franck, c'est simple à Antoine, il y en a un qui n'a pas J'ai parlé, 25 Antoine ans Guénaud. d'élus derrière moi. Donc je sais Attends, aussi. On une part seconde. après. Antoine Guénaud. Non mais oui, c'est vrai que le millefeuille administratif, c'est une question aussi à se poser. C'est cette question de à quoi servent les régions, les départements et les communes. Les Français tiennent à leurs communes, c'est normal, c'est historique. Oui, il y a eu une Il y a toutes étude ces questions. récente sur la crédibilité et l'amour des Français, Normal. ou l'estime des Français par rapport aux Oui, politiques. tout à fait. Tout le monde dégringole. Le maire reste, je crois, à 60% estimé. Mais c'est normal. Il faut se Est-ce que poser- c'est parce qu'il est à portée de baffe? C'est parce que Non, mais pardon, c'est hein, parce qu'il est le de maire, il en prend plein la gueule. les hein. proximités et parce que les Français ont de tout temps tenu à leur commune, c'est tout. Oui. C'est Ça la plus coûte rien. petite communauté. On peut pas nationale, déclarer. J'allais dire, Ouais. c'est la plus petite communauté Ça coûte nationale. et rien. ce depuis. En plus, ça Vous, coûte- vous allez voter? Oui, bon, certainement, oui. Très Et certainement. vous allez tous voter? Oui. Oui, Oui, très certainement. moi aussi. Bien sûr. Et vous savez quelle est l'abstention, le taux d'abstention? Supérieur à 50%. Non, ça l'est. Mais Non, ça, non, c'est non, partout. non, non, Ah bah c'est- pardon, c'est- je l'ai là. Non, c'est 2020. Non, 2020, c'était. On n'a pas voté. Les gens. Où est-ce que je vais retrouver ce les gens, truc? on leur a C'était une foutu la période- trouille avec le virus c'était une chinois. Ils période ne sont pas venus voter. Après, une on leur a période- collé- on leur a C'était le collé un Covid. deuxième tour 3 mois et demi. Mais après. je pense que les les gens gens sont Les municipales, vous avez souvent 3/4 de Et participation. effectivement, toujours 2020 recentrer. est peut-être un petit peu. C'était le Covid. phénoménal. Les gens n'ont pas été. Il y a un moment donné, il faut Parce arrêter. que Il c'est faut arrêter 3/4 de participation. d'avoir un discours et des actes différents. On est en train de perdre justement à cause de la politique de gens qui sont dans des gros étages la proximité. Les élus municipaux sont des élus de proximité. Oui. Donc il faut au contraire Ce les que je garder. disais, portée de Moi, baffe. ça, oui, mais pourquoi porter de baffe Parce qu'ils se font aussi- beaucoup engueuler Oui, quand même. mais il y a hein. aussi à portée de service. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas seulement à portée de baffe, on prend toujours le négatif et pas le positif. Les communautés de communes que je connais bien, j'ai bossé dedans. C'est la meilleure façon. Vous avez été élu? Vous avez. Non, vous j'ai avez- j'ai ok. été pas élu, mais je bossais dedans. Il était D'accord. fonctionnaire communauté de Voilà, communes. Il nous a fonctionnaire, ruinés. communauté de communes, et j'ai été élu sur une des communes de la communauté. D'accord. Les communautés de communes sont un gouffre financier. On nous a fait croire. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Hein. On nous l'a vendu que Oui. ça allait mutualiser, etc. Ce n'est pas vrai. Ça coûte encore plus cher. Et c'est les une élus couche de plus. Et les élus ne sont plus près du peuple, une fois de plus. Donc si tu veux continuer à avoir des Macron, entre guillemets, qui ne savent plus du tout ce qui se passe à la base, supprimer tous les élus de proximité, donc les municipales. Et moi, je trouve une aberration. Et alors, il y a 35 000 communes en France. Et alors, moi, ça me gêne pas. Oh, Ça pardon. coûte rien. Non. Franck, ça Non, coûte ça me gêne pas. Ah, Ce qui me à gêne le force, plus, ça coûte rien. ce qui me quand il y en a gêne le plus, 35 c'est 000, quand, ce qui me gêne le plus, c'est quand tu as des assistants parlementaires qui coûtent beaucoup plus cher, qui foutent Ouais. rien. Ce qui me gêne le plus, c'est quand tu as des sénateurs qui ne te servent pas à grand chose et qui coûtent beaucoup plus cher. Et là, on n'en parle pas. Ce qui me gêne le plus, c'est quand tu as bossé 2 ans dans une entreprise et qu'on te donne 2 millions de stock options. Et là, on n'en parle pas. Moi, les élus de proximité, c'est un paravent encore pour faire croire aux gens qu'on va arranger les choses. Mais c'est pas vrai. Moi, je veux qu'on garde nos élus de proximité. Dernier point par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. S'il y a plusieurs listes sur les élus, sur les conseils municipaux des petits villages, etc., souvent, et moi je l'ai vu, parce que c'est ce qui se passe sur ma commune. Mais quand on est à 200 votants, c'est. Et alors Et alors quand ton maire sur ta ville, Oui. sur ton village, il est élu depuis combien de temps? Ça doit être son 3e mandat, et je ben, pense qu'il se Eh ben, présente pour le 4e. 4e, commence à comprendre pourquoi il y a une autre liste. Parce que dans tous les endroits, souvent, où il y a une liste qui se monte contre le maire en place, c'est parce que le mec, il est là depuis 20 ans. Moi, le mien, sur ma commune, il est là depuis 26 ans. Ouais. Il se présente encore une fois. Ça suffit, bonhomme, laisse la place. Parce que là, c'est le deuxième problème. Les gens qui sont trop longtemps dans un mandat, clientélisme, abus de pouvoir, c'est ma commune. Ouais, ils en prennent trop. Ils deviennent propriétaires. prennent trop leur Et souvent, quand il y a une deuxième liste sur un petit village, c'est pas parce que les gens sont contre le maire, c'est parce qu'ils en ont marre du maire qui est là depuis 30 ans et qui fait ce qu'il veut. Alors, ça, c'est l'expérience de Et en terrain, même et temps- je pense que c'est ce qui se passe. Et en même temps, il y a dans quand les même deux des maires communes. qui sont là pendant 30 ans, Oui. 35 ans, j'en ai connu, Oui. et qui sont au service des habitants, oui, et ils veulent surtout Eric, pas en mais changer oui, aussi, il n'y a Eric. jamais ça arrive. Mais oui, Oui, mais c'est comme. Ça s'appelle Alors, l'exception. c'est très variable. Ça s'appelle Ça, oui, l'exception qui confirme la règle. Didier Maisto. Ils sont dévoués, les Il y a mecs. deux questions dans ce qu'on dit. Il y a la question, effectivement, elles vont se regrouper, vous allez voir. Il y a la question, effectivement,
du millefeuille administratif, avec une surcouche qui est l'Europe aussi, les communautés de communes, les régions qui sont des palais nationaux, des potentats, on n'a pas besoin des régions, qui ne correspondent à rien d'un point de vue historique, géographique, culturel, etc. On sait qu'il y a un niveau à faire sauter Voilà. au minimum. Au moins, région. au moins. Un. Et moi je dirais, Les régions. en plus, Frexit, ça réglerait pas mal de problèmes, et notamment la corruption. Deuxièmement, quand moi je vis à la campagne, quand on traverse la France, une succession de petits villages, c'est complètement désertifié. 80% des gens vivent sur 20% du territoire. Et puis il y a les écolos fous qui veulent faire la ville à la campagne parce que l'air y est plus pur, comme disait Alphonse Allais. Des fous. Une catégorie de socialistes en pire, en fait. Et donc, la question, elle est celle de la proximité. C'est-à-dire que dans toutes les petites villes, les villages, il n'y a plus de service public, il n'y a plus de rapport avec le banquier, le postier, le centre des Tout simplement, il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Et donc, le maire, et je voudrais rendre un hommage vibrant au secrétaire, il y avait un très bon papier, un très bon reportage, ça arrive. C'est comme Rantanplan, tous les 7 ans, il a une lueur d'intelligence. Sur France Info ce matin, sur les secrétaires de mairie, 95% de femmes. Elles sont psychologues, informaticiennes, juristes, comptables. C'est le couteau suisse de la ville. Mais c'est nos héroïnes du quotidien, ces gens-là, ces femmes-là. Elles se partagent sur Et 2 ou c'est- 3 et c'est communes. des Et elles se êtres humains. partagent sur 2-3 communes, elles sont itinérantes, etc. Oui, mais il n'empêche qu'elle coûte de l'argent. Et s'il y très avait 3 peu. fois moins de communes. Il faut Mais sérieux, une arrêter secrétaire de mairie, ça coûte 2500 balles par mois. Ça remplace 20 Ça coûte moins cher qu'un directeur des services, un secrétaire Ça général. remplace 20 personnes. Aujourd'hui, tu téléphones à Et donc, n'importe quel quand je organisme. vous provoque, là, vous réagissez bien. Hein. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai téléphoné hier à la MGEN. Oui. À la MGEN. MGEN. Ok, Un Mutuelle service Générale des général. enseignants. Je n'ai pas pu avoir un être humain. Ah oui. Des robots. Machin. Et avec l'IA maintenant. Avec l'IA maintenant. Téléphoner à la mairie. Il t'engueule. Avec l'IA qui t'engueule. Il t'engueule. Moi, quand je vais voir ma banque, c'est pareil. Pourquoi et comment et pourquoi vous voulez lui parler Tapez 1, tapez 2, le code, machin, allez. Sauter Il y a sur un des pied. compagnies d'assurance Sauter sur un et- pied. C'est infernal, Je quoi. suis d'accord On pour en veut payer plus des de ce secrétaires monde. de mairie, au contraire, plutôt que ces fonctionnaires. On ne veut plus Des de ce machines, monde. On des ne machines veut plus de ce qui monde. maintenant sont graves parce qu'avec l'IA, président d'intercommunalité. quand on a téléphoné, Attendez, et parlez nous- pas tous ensemble. Bon, je vais mettre dans votre dossier que vous ne répondez pas à la question. Pardon, mais j'ai jamais dit ça, la machine là. Ouais. Tu deviens fou. Et ils te répondent ça avec l'IA. Vraiment. Que vivent les secrétaires de mairie, vivent les élus de proximité. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir qu'on change, que les élus de proximité qui sont là pendant 50 ans, à un moment donné, il faut se poser la question. Autrement dit, ça pose la question de la limitation du nombre de mandats, tout Ah bah, simplement. c'est clair. Qui est plus serait assez importante simple. Plus que important. le cumul. Le cumul. En fait, quand vous avez des gens, moi j'étais dans une mairie à Rueil, par exemple, le maire c'était Baumel. Commune de l'Ouest de Voilà, Paris. bon, il y a Plutôt longtemps, riche. maintenant je suis dans la Pampa, en Normandie. Il a été élu 59 ans. Ouais. Et son Jacques successeur, Baumel, Jacques c'est Baumel, ça, wow. son successeur, 59 ans. oui, Patrick Ouais. Ollier, bon, qui est une pâle copie, Ouais. qui est un peu, qui est, bon, je ne vais pas utiliser des qualificatifs Il est gentil. associatifs, parce que je veux pas Il est que, gentil. TVL ait des problèmes, mais c'est-à-dire le type qui se fait lire au Grand Paris en magouillant avec les socialistes, alors qu'il avait perdu au premier tour, suspension de séance. Il promet une vice-présidence à chacun, il prend 5 200 € pour lui, 2 600 pour chaque vice-président. Et ces gens-là, Ça aide. ils ont fait un coup d'État, je veux dire un coup municipal, parce qu'il pouvait pas, il aurait perdu tout seul, parce qu'il y avait Thierry Saucet qui aurait sans doute gagné, on se rappelle de Conseiller en de l'histoire, communication voilà, de Sarkozy à l'époque. Et à mi-mandat, comme sa femme était Alliot-Marie, Patrick Ex-ministre Ollier-Marie, des Armées. c'est moi qui avais trouvé d'ailleurs ce colibé, ce surnom, l'avait appuyé pour qu'à mi-mandat, la place. Baumel démissionne et prenne la place. Ça, c'est scandaleux, quoi. On ne veut plus de l'Europe qui réglemente. On ne veut plus d'applications, des gens qui nous parlent, comme l'a dit Philippe, des robots, etc. Tapez 1, tapez 2, allez dans le jardin, tirez la prise, mettez-vous un doigt dans le nez. On n'en veut plus de ça. On veut des gens, on veut de la vie, on veut de l'humain, Donc vous on êtes veut vivre. Plébiscité à mort les communes. Mais les oui, mais proximités. non, mais je vais Souvent, répéter. les motifs, Excusez-moi de me répéter, mais Tariq. on est passé. Tariq Dali. Hollande a fait passer le nombre de communes de 36 à 33 ou 34. C'est un désastre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez fusionné, il y a des endroits, on a fusionné 20 à 25 communes pour faire 10 000 habitants sur 1000 km². Ça Et n'a là, renforcé que le ça- pouvoir ça- des ça élus n'a et leur indemnité. Ça a renforcé le pouvoir des indemnités, parce qu'évidemment,
la boucle étant plus grande, le maire. Mais surtout, vous embauchez un secrétaire général, un directeur des services, un truc, un machin. Ce que vous dites, c'est Et small eux is qui beautiful, en Eh fait. oui, hein. c'est ça. Mais bien Et sûr. moi, je l'ai vécu avec Sauf pour Hollande, Moi, il je n'est pas l'ai très vécu. grand, mais he's not Voilà. beautiful. Je l'ai vécu avec Manuel Valls. Hollande, les grandes régions, c'est un désastre aussi. Enfin, c'est terrible. Citez-moi une Je vais vous seule raconter. chose qu'aurait fait François Hollande qui soit positive. Je vais vous. Une seule, je vais vous vous mets au raconter- défi. Je vais vous raconter une anecdote. Partir. parce que c'est vivant. Bravo. Alors, On va finir sur Pour votre gagner une anecdote. tringle à rideau. Tariq Dali, le roi de l'anecdote entre Je vais vous raconter ok. une petite anecdote. Antoine Pinet et maintenant, c'est qui? Justement, une secrétaire de mairie d'une petite commune de Dordogne qui D'accord. voulait changer de mairie, etc. Elle cherchait un travail. Et un jour, elle me dit, ça y est, je crois que je vais aller au conseil régional. Ce à quoi je lui réponds, elle habite entre Périgueux et Angoulême. Je dis, mais vous n'allez pas faire le chemin jusqu'à Bordeaux tous les jours? Elle me dit non, le poste est à Périgueux. Ça veut dire qu'on a fusionné 3 régions, Mhm. l'Aquitaine, le Limousin et le C'est Poitou-Charentes. sans doute le pire, là. C'était une idée pour simplifier. Ouais, pour simplifier, sauf qu'il y a un penses conseil régional à Bordeaux, Ouais. mais il y a des antennes du conseil régional dans tous les départements. Bien sûr. Voilà exactement C'est où la nous en sommes. pire Voilà région ce qu'a de fait ce Hollande. point de vue. C'est une horreur absolue. Et c'est la pire région de France, c'est la plus grande en surface. Ça sert à rien. Qui ressemble à rien. On a fini, on a dépassé le temps. Si je synthétise, vous êtes OK et très partisan du small is beautiful, mais vous trouvez que les manières de simplifier ont été désastreuses. Mais ça n'a pas été simplifié. pas été C'était une simplifié. Parfaite Ça n'a pas été synthèse. simplifié. Parfaite C'était une synthèse. complication, mais la Sujet synthèse est suivant. parfaite. Ça coûte plus cher, les comités de communes, C'est et plus ça n'a compliqué. renforcé que le pouvoir des élus et leurs indemnités. Allez, Des élus et des fonctionnaires. Oui, aussi. Et des fonctionnaires surtout. Alors, Allez, messieurs. juste, il faut dire. Didier Maisto qui me Non. bouffe mon temps. Non, la fonction Didier. publique territoriale est celle qui a explosé. Parce qu'on parle souvent des fonctionnaires. C'est la fonction publique territoriale qui a, Oui, qui s'est a le plus explosé, développée. qui n'a pas rendu forcément des services à la population. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a beaucoup de prébendes et de népotisme dans ces trucs-là. Sachant que je termine, c'est que c'est pas les catégories C. Oui, qu'on tout a à fait. plaisir. Oui. On va pas parler des petits fonctionnaires. hein. C'est pas les moins payés. hein. J'aurais dû le préciser. Allez, messieurs, vous voyez, aujourd'hui, là, il y a plusieurs crocodiles dans cette mare. C'est pas facile de garder le droit fil. Mais on va se retrouver dans quelques secondes pour parler des coups de gueule et des coups de cœur. Et là, ils ont intérêt à avoir bossé, les crocos. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Allez, on y va. On saute dans la piscine. On se retrouve pour les coups de gueule et les coups de cœur. On va commencer par un tour des coups de gueule. Et c'est Tariq Dali qui commence par son coup de gueule. C'est quoi? Un coup 1 de minute gueule. 30, hein. Bah, le problème avec Macron, sa clique, ses complices, Ouais. c'est que les coups de gueule, on en trouve tous les jours. Quoi. Ça, c'est vrai. Donc je vais faire un tir groupé autour de l'actu, D'accord. qui est marqué, comme d'habitude, avec Macron, par un pas supplémentaire vers le totalitarisme. Mhm. Alors, M. Lecornu promulgue par décret la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE 3, qui ressort normalement du législatif, ce qui était le cas des 2 premières PPE. Problème, Lecornu et Macron n'ont pas de majorité, qu'à ça ne tienne, on s'en fout, on va décider nous-mêmes. Bon. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire voter les Évidemment, choses. hein, évidemment. c'est ça, bien sûr. Et quand le Parlement vote, de toute façon, quand le Parlement vote, comme par exemple lorsqu'il doit le faire pour supprimer les ZFE, les zones à forte exclusion, bah, c'est terminé, le gouvernement retire le texte de l'ordre du jour. Ben voyons, pourquoi se gêner? Alors sur la PPE, il faut savoir 2 choses. La PPE 3, il faut savoir 2 choses. C'est que la première, c'est que c'est un oukase de l'Union européenne qui exige qu'on se mette en conformité avec le pacte vert. Et le pacte vert, comme vous le savez, c'est le machin qui a tué le nucléaire, l'agriculture, la bagnole. Voilà. Et cette PPE 3, il faut le savoir aussi, et ça c'est les patrons d'EDF qui le disent, les patrons successifs d'EDF et de RTE qui le disent, aura pour conséquence de doubler les prix de l'électricité par 2 dans les 10 ans. Ils avaient déjà doublé depuis. Malgré le fait qu'en France, on ait du nucléaire. Ben oui, mais ça fait rien, ça. Ouais, c'est ça. La PPE, voilà. C'est pas lié à ça. Et oui, en parce fait. qu'il faut continuer à investir dans un truc Dans qui le ne vert. sert à rien, le verre, etc. Bon, et qui c'est qui va contrôler tout ça? Eh bien, une certaine Amélie de Montchalin. Mais... Eh bien oui, ministre des Comptes publics, députée battue dans sa circonscription de l'Essonne, faut le savoir. Bon, ben elle était bombardée à Parce qu'elle avait été élue dans la première vague 2017, mais elle était battue en Elle a été 2022. battue, Voilà, et en ensuite. 2024, je crois qu'elle n'a pas osé se présenter. Enfin. Mais je pense que c'est Jérôme Gage qui l'a battue, en Oh, plus. peu importe. Non. Enfin, bon, bref. Et notre Peu- grand Peu, serviteur de peu l'État. importe, il fut une période démocratique où lorsqu'un député était battu, on n'en faisait pas un ministre. Voilà, c'était une période démocratique. C'est fini, Eh ben, ça. oh, ben, c'est fini, ben, c'est ce que je veux dire. Non, il faut être mis en examen pour être C'était une ministre. période démocratique. Alors voilà, maintenant, bon, on savait que Amélie Montchalin est née en 1985 et que le premier président de la Cour des comptes, il est inamovible, il n'est touché que par la limite d'âge de 68 ans. Bon, donc les comptes de la France, pour faire court, seront donc surveillés par Macron jusqu'en 2053.
Au rythme d'environ 100 milliards d'euros de dette chaque année avec Macron, il faut savoir qu'au milieu du 21e siècle, on aura au moins 7 000 milliards d'euros de dette. Et c'est des euros constants, hein, ce n'est pas des euros banals. Hein. Tariq, merci beaucoup, mais là, vous êtes en train de bouffer sur vos coups de cœur, hein, parce que vous avez utilisé 2 minutes 30, ça va plus du tout. Antoine, qu'est-ce que c'est que votre coup de gueule? Je vais aller dans une certaine continuité, parce que je vais évidemment parler de l'Union européenne, hein, comme toujours. Continuité dans l'aspect escrologique de l'Union européenne, puisque... Escrologique, tout à fait. Je ne connaissais pas ce terme, c'est bien trouvé. Je le dis sur Twitter, mais j'aime beaucoup. Néologique, escrologique, ok. Sur effectivement, qui font une PPE qui est soi-disant verte, etc., alors que nous avons le nucléaire qui est beaucoup plus... Mais bref, ils nous ont sorti, donc certainement, ça va arriver, un label, une sorte de label Made in Union européenne. Alors ce label est censé donc réindustrialiser l'Europe, etc. Mais en fait, il s'avère qu'ils vont transformer ce label Made in Union européenne en un label qui fera que les produits des 80 partenaires européens, donc le Canada, l'Inde, etc., pourront avoir ce label. Made in Union européenne. Ça paraît fou. Ça paraît absolument dingue. Donc on va dire Israël et le Canada, je vais prendre deux pays qui sont très loin géographiquement et sociologiquement, pourront avoir ce label. D'accord. Voilà. Sans un minimum de transformation européenne. Rien du tout. Ce sont des partenaires européens, donc ils auront le label Made in Union européenne. Donc écologiquement, c'est génial, puisque les importations, on le sait très bien, sont complètement nocives pour la planète. Et effectivement, on ne parle même pas de réindustrialisation, parce que ça ne sert à rien. Et pour, le social, un investisseur européen pourra délocaliser en Inde et quand même avoir ce label. Voilà. Bon, écoutez, donc une nouvelle invention de l'Union européenne. Je vais vous demander une chose, Antoine, parce que c'est manifestement dans les tuyaux, mais ça n'est pas encore. Pas encore, mais ça va. Vous pourrez nous faire un suivi là-dessus, bien s'il vous sûr, plaît. bien sûr. Vraiment, ça me passionne. Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Monsieur le Nouveau. Alors moi, je vais enfoncer le clou. D'abord, je vais faire un strike avec Amélie de Montchalin, d'abord. C'est la diagonale. Oui, la diagonale du fou. Avec Tariq Dali. Ou ça serait en l'occurrence celle du vide. Ouais. C'est-à-dire, j'ai entendu ce matin sur France Info, puisque je venais en voiture. Donc, il y en a un qui écoute France Info. Vous excusez pas d'écouter. Non, mais c'est intéressant de voir cette émission absolument incroyable qui s'appelle Les Informés, on devrait l'appeler les Désinformés, où tous les faux journalistes présents vantaient Madame Amélie de Montchalin parce qu'elle était une femme, parce qu'elle était jeune et parce qu'elle allait sauver l'héritage, tenez-vous bien, économique et politique de Monsieur Macron. Donc c'est-à-dire qu'on a nommé quelqu'un qui n'a pas les compétences, qui va contrôler le budget qu'elle a fait elle-même voter. Premier point. Deuxième point, c'est pas une première. Nous avons eu le maréchal Ferrand là, qui est à la tête du Conseil constitutionnel. Il n'est pas juriste. C'est l'organisme le suprême qui doit décider de la constitutionnalité des lois en France, ce qui n'est pas quand même un petit sujet. Il a fait 2 vagues études de droit, 2 ans, et d'allemand. Hein. Il n'a aucun diplôme. Pas de doctorat, pas de master, même pas un DUG. C'est une honte. Et la troisième, Najat Vallaud-Belkacem, qui a été nommée ex-ministre de l'Éducation. Qui a dit j'ai passé un concours. Non, madame, vous n'avez pas passé un concours. Vous avez été nommé en Conseil des ministres par Monsieur Macron sur une liste de 130 ou 160, je ne sais plus, personnes. C'est une commission indépendante, soi-disant, de 6 personnes qui a décidé, et au miracle, c'est tombé pour vous, pour le plus haut poste à la Cour des comptes, pour laquelle elle n'a aucune compétence. Aucune compétence. Comme Amélie de Montchalin. Comme Amélie de Montchalin. Donc finalement, le socialisme est un macronisme qui a réussi dans la défaite, un peu comme les LR, qui ont sauvé depuis le début ce gouvernement, qui ont offert le plus de premiers ministres et de ministres à M. Macron. Donc ça s'appelle le système. Il est pourri de la cave au grenier. Ok. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut voter absolument pour le bloc central. C'est pour ça que j'enfonce le clou. Allez, le dernier pour son coup de gueule, Philippe Pasco. Moi, je vais vous parler d'amour, les enfants. C'est formidable. Il se trouve qu'en France, nous avons atteint un seuil, puisque j'ai appris ce matin, en écoutant France Info, comme mon ami Didier. France Info ou France Info? Ouais, mais justement, j'aime bien les lapsus révélateurs. Que la France était dans le déclin, puisque nous avons un taux de natalité de 1,56. Donc, nous sommes une population vieillissante, comme le Japon, comme l'Allemagne. Et c'est intolérable. Et donc, il y a une commission qui vient de se monter, là d'ailleurs, qui va se travailler. Et j'ai appris, et j'ai vérifié, j'espère que c'est un fait, ce que j'ai vu
là-dessus, parce que là, on atteint le summum du summum du summum. Pour résoudre le problème, vous savez aussi que quelque part, on est en phase de pré-guerre, etc. Et de ne pas avoir d'enfants, ça va être grave, parce qu'il y a même un général qui a déclaré qu'il fallait absolument qu'on se prépare à envoyer nos enfants. Voilà, c'est M. Burkhardt, le chef d'état-major. Eh ben, il y a un Non, type... c'est pas Burkhardt. Non, Burkhardt, c'est le prédécesseur. Non, alors c'est pas ok. ça. Il y a C'est pas un sympa. type, c'est, et j'espère que C'est c'est vrai, un fake. c'est pas Burkhardt, vous avez raison, pardon. J'ai un type et j'espère que c'est un fake, mais je l'ai trouvé sur France Allez-y. Info, je l'ai trouvé sur Capitale Info, ménager le suspense. Crachez-le. Il te reste 24 secondes. Ouais, je sais, t'inquiète. Qui met la En pression. général, je suis très bon pour ça. Qui est un type très intelligent qui s'appelle Macron, Oui, qui a décidé d'envoyer une lettre cet été ça c'est vrai. à tous les jeunes de plus de 29 ans pour leur dire qu'il faut Non, de qu'ils moins de 29 ans. de non plus de 29 ans, Plus de 29 pour dire que faire attention, l'horloge Dépêchez-vous. génétique est en train de se terminer. Dépêchez-vous de faire des enfants, Ouais. parce que et il va même joindre un manuel sexuel, d'après ce que j'ai lu, à cette lettre-là. Donc en gros, je résume, faites l'amour pour pouvoir mieux faire la guerre. Faire l'amour et la guerre. Je trouve ça complètement... Ce sont les enfants prostatiques. Ça coûte beaucoup d'argent. Et en plus, extraordinaire, je vais juste rajouter une petite louche, c'est envoyé par lettre au 21e siècle. Oui, c'est ça. Pourquoi pas par pigeon voyageur? Parce qu'il y a des gens Allez. qui croquent encore là-dedans. Allez, Sam, merci pour vos coups de gueule. On fait le tour des coups de cœur. C'est Tariq Dali qui commence avec son coup de cœur. Ah ben, un coup de cœur, par définition, c'est inattendu, ça vient subitement. Et ben voici un. Je ne connaissais pas Karine Le Marchand, Oui. je n'ai jamais vu son émission, mais là, je lui dis bravo, madame, vous avez dit la vérité et vous n'avez pas peur. Et je trouve donc que l'extrême gauche s'est mobilisée comme elle sait si bien le faire. 2 députés ont même saisi l'ARCOM. Vous savez, l'agence de répression et de censure des opinions méprisées, le truc qui ferme les chaînes de télé. Ils envisagent même de saisir le procureur de la République. Et pourquoi donc? Pour racisme, bien sûr. Qu'est-ce qu'a dit Karine Le Marchand? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tout simplement que, débarquant à Paris au milieu des années 1980, en provenance de sa Lorraine natale, elle fut étonnée de voir autant de Noirs et d'Arabes sortir du RER. C'est tout. Ah si, elle a même ajouté que son étonnement venait du fait qu'à Nancy, à l'exception d'elle-même, Parce de sa qu'elle, elle sœur. est métisse. Hein. ben, c'est ça, à l'exception d'elle-même et de sa sœur, elle n'avait jamais vu personne ayant la même couleur de peau. Voilà ce qui vous vaut aujourd'hui les foudres des bien-pensants. Ben, puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais en rajouter une couche. À l'âge que j'ai, on devine que j'ai connu une France qui n'était pas franchement comme elle est aujourd'hui. Et ben moi, je vais remonter 20 ans avant Karine Le Marchand, au milieu Comme me dit L'Oréal et la télé en noir et blanc. exactement, au milieu des années 1960, en banlieue sud de Paris, un élève noir était arrivé dans notre classe. Il devait être en cours moyen, première année, cours moyen, deuxième année, je ne sais plus. Et ben, je vous confirme que nous étions tous étonnés, pour ne pas dire apeurés. Bravo Karine Le Marchand d'avoir, comme disait Charles Pégu, vu ce que vous avez vu. Et puis surtout, bravo de ne pas vous être auto-censuré. Parce qu'elle avait parié 500 € qu'on lui tomberait dessus si elle parlait de ça sur CNews. Eh ben, elle en a parlé. Bravo. Ok. Merci beaucoup. Antoine. Eh ben, je vais rester dans aussi quelque chose de... C'est vieux, on remonte à la France d'avant, mais moi, mon coup de cœur, c'est le centenaire de la naissance de Paul Bocuse. Alors, le cuisinier du siècle, Monsieur Paul. le pape de la gastronomie. Hey. Et moi, c'est un coup de cœur énorme, puisque c'est, au-delà, évidemment, de mon amour pour la bouffe, carrément, et pour la gastronomie française, c'est quelqu'un qui est quand même exceptionnel. Alors, déjà engagé à 16 ans dans l'armée de libération, hein, quand même blessé en Alsace, il me semble, un fervent défenseur du général de Gaulle, et de la France, et un fervent défenseur des terroirs français, parce que c'est lui qui montre que la gastronomie, c'est pas une assiette, alors, au-delà d'une assiette mondialisée, où c'est pas des petites vapeurs qui sortent d'une assiette ou je ne sais quoi, non, la gastronomie, c'est la sublimation des terroirs, et c'est ça qu'il a su montrer, et je trouve ça exceptionnel. C'est quelqu'un qui a toujours été colongeard, comme il disait, Colonge-Mondor, pardon, qui est resté toujours près de sa rivière, la Saône. Et je trouve ça fascinant, et c'est quelqu'un qu'il faut encore continuer de redécouvrir, j'allais dire, puisque c'est quelqu'un qui disait quand même un truc exceptionnel pour un chef comme lui, avec une humilité quand même terrible, mais il n'y a pas de bons chefs, il n'y a que des bons produits. Et je trouve que c'est quelque chose pour défendre encore aujourd'hui ceux qui font ces bons produits, qui sont nos agriculteurs, qu'il faut continuer à défendre contre ce libre-échange complètement forcené. Absolument d'accord. Le paradoxe de Bocuse, c'est que c'était aussi le premier chef star international. Mais donc, qu'il exporte, et dans ce sens-là, j'allais dire, ça me va, quand c'est pour exporter la culture française, la belle culture française aux Américains, et pas se faire attaquer, j'allais dire, par les Américains, subir une américanisation. Voilà, quand c'est dans ce sens-là, ça me va un peu mieux. Un peu cher le menu quand même. Ça me va bien. Le menu était peut-être un peu cher, Oui, mais c'est c'était bon. bon. Quand même, Mais c'est avoir des- réservé à une certaine élite. Bien sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Ok, merci beaucoup. Didier Maisto.
Alors, d'abord, je vais Votre rebondir coup de très cœur. rapidement sur mes deux Oui. compères. Zbon. Moi, j'ai bien connu Bocuse dans une ancienne vie professionnelle Oui. à Lyon. C'était l'excellence française et une cuisine qui a su rester proche. On parlait de proximité des gens, du peuple, etc. Les Vous poulets avez de Bresse. connu Bocuse Oui, oui, personnellement et oui, vous avez oui. mangé là. Avec Lyon Capital, on en avait fait l'homme de Ah. l'année, etc. Il venait souvent. Bon, voilà. Après, bon, les Noirs, moi, je partage pas tout à fait votre point de vue, parce que moi, quand je vois Karine Le Marchand, j'ai plutôt envie de l'embrasser, et elle me fait pas peur. Hein, moi, bon, voilà. Alors après, mon coup C'était de il y a cœur. 60 ans. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, mon coup de cœur, moi, il est double pour deux amis. D'abord pour Alexandra Henrion-Caude, à qui je voudrais rendre hommage, qui la première a parlé des effets secondaires du vaccin et du risque de la modification du génome humain. Quand on voit aujourd'hui... Ça, c'était la pandémie, hein. Voilà, pendant la pandémie, une Elle femme... a été bien seule. Hein. Une femme admirable qui s'est fait... voilà, et comme toujours, justice immanente, et puis la vérité, il n'y en a qu'une, celle des faits, les faits lui donnent raison. Et le deuxième, aussi un précurseur, c'est mon pote Karl Zéro, qui, dans une indifférence polie, quand ce n'était pas de l'hostilité franche, a parlé de toutes ces questions de pédocriminalité, parlant des pratiques solitaires, mais aussi des réseaux, hein, et de l'arrogance de l'impunité. Eh bien, aujourd'hui, avec l'affaire Epstein, bravo Karl, bravo, on a fait pas mal d'émissions ensemble sur ces questions-là, bravo pour ton courage et ta constance, parce que les faits sont têtus. Bravo Ok. à tous les deux. Merci beaucoup. Je suis très touché. Parfait. Philippe Pasco, votre coup de cœur. Alors, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur qui s'adresse à M. Bolloré et à M. Arnaud. Si jamais quelqu'un peut leur passer le message, n'hésitez pas. Donc moi, je voudrais vous parler d'un Canadien qui s'appelle Yvon Chouinard, qui est né en 1938, qui était un petit alpinisme, etc., qui à 14 ans s'est rendu compte que quelque part les crochets qu'on mettait dans la montagne, puisque c'était un grimpeur, n'étaient pas pratiques. Donc il a inventé un nouveau piton qui permettait de préserver la montagne. Et même après, d'ailleurs, en 1973, quand il a remonté une société, il s'est aperçu que les pitons qu'il avait inventés blessait la montagne et il a inventé des pitons accrocheurs qu'on pouvait retirer, donc qui ne blessaient pas la montagne. Formidable. C'est un type qui a fait une fortune, mais vraiment fortune, et qui là vient de donner toute sa fortune. Mais oui, parce qu'il a créé une marque, ce nom, mes familles. Patagonia. Mais voilà, c'est pour Voilà. ça que je le connaissais. Patagonia. Donc c'est son entreprise, au lieu de la céder à sa famille, etc., il a cédé ça à une fondation Et- qui lutte pour la préservation de l'environnement. Ça rapporte 100 millions d'euros par an. Et il a peut en faire des choses. tout donné. Donc, Monsieur Bolloré, Monsieur Arnaud, si vous pouviez un petit peu en prendre de la graine, ça serait sympa pour l'ensemble du peuple français. Merci beaucoup, très beau coup de cœur. La prose du Transsibérien, ça me faisait penser, Blaise Sandrars, Oui. la Patagonie, il n'y a plus que la Patagonie qui convienne à mon immense tristesse. Et je trouve ça magnifique comme histoire. Vous nous citez Blaise Sandrars. Ah bah oui, c'est un Mais des il est auteurs culturé, fétiches. hein. Bah moi je lis aussi beaucoup. Je lis aussi beaucoup Philippe Pasco. Hein. Eh, merci. Ouais, je sais pas cette rétention. Je sais que vous êtes poète puisque vous publiez des recueils de poésie. Voilà, c'est ça. À lire absolument. Écoutez, messieurs, je ne sais pas pour vous, et vous qui nous regardez, messieurs et mesdames, si cette émission vous a plu, moi, elle m'a beaucoup séduite. Beaucoup, beaucoup. Et ben, j'espère qu'on se reverra dans 15 jours avec une aussi bonne émission. À très vite.